Chapitre 1 de Monsieur de Boucrelon par Paul Duval, pseudonyme Jean Lorrain. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Mark Luning. Monsieur de Boucrelon par Paul Duval, pseudonyme Jean Lorrain. Chapitre 1. Le café Manchester. Amsterdam, c'est toujours de l'eau et des maisons peintes en blanc et noir, tout en vitre, avec pignons sculptés, et des rideaux de guipure, du noir, du blanc se dédoublant dans l'eau. Donc c'est toujours de l'eau morte, de l'eau moirée et de l'eau grise. Des allées d'eau qui n'en finissent plus. Des canaux gardés par des logis pareils à des jeux de dominos énormes. Ça pourrait être funèbre, et pourtant ça n'est pas triste, mais c'est un peu monotone à la longue. Surtout quand il gèle, et que les teints figés des canaux ne mirent plus les belles petites maisons de poupées, perron en l'air et tête en bas. Il faisait donc un grand vent ce jour-là sur l'Amstel. Un vent à balayer les balayeurs eux-mêmes. Sur le Dam, c'était le spectacle déjà trop de fois vu de la station des tramways et de la foule autour. Bonnets de fourrure rabattus sur des oreilles violettes, conducteurs et cochers fleuris de coupes roses, engoncements de cache-nez, et ces étranges petits vieux qui, une éternelle goutte de gel au bout d'un nez rouge, vous vendent plus cher qu'au bureau des correspondances d'omnibus. Mais il faut bien que tout le monde vive. Et l'étonnement de s'entendre dire d'Angu pour merci, et celui de recueillir sur le revers de son gant leur grelottante roupie, est un des plaisirs du touriste en Hollande. Oh, ces peuples du Nord! D'ailleurs, le Hollandais est plutôt laid, et la Hollandaise lui ressemble. Les vieilles dames à chapeau de velours noir, sur bonnets de dentelle ornés à la tempe de plaques d'or ajourées, font évidemment mieux dans les vieux tableaux de maître que dans l'ambiance des rues. Le Sidek, le Ridek d'Amsterdam, ne s'éveille qu'à la nuit. Quant aux Ness, où de braves et plantureux gaillards blonds, roses, gras, et la figure épanouie raccroche innocemment au seuil des bouges, boudinés dans de longues houppes-landes de portiers d'hôtel, il était pour nous sans mystère. Nous l'avions déjà aussi trop visité, et c'est bien là l'ingratitude humaine, car ce Ness nous avait-il assez ravis le premier soir? Avions-nous assez aimé ces lourdes portes s'ouvrant brusquement pour laisser apparaître derrière une rangée de tables un entassement de chairs et de paillons, dressés comme un dessert sur une lointaine et lumineuse estrade? Dames françaises, entrez, messieurs, on parle français. Et c'était de la part des bons géants joufflus des révérences et des sourires à pleines lèvres, mais des bons sourires honnêtes, des sourires ignorés à Paris. Ils n'en lâchaient pas une minute le cordon qu'ils tenaient à la main, et c'était le long de cette rue du Ness, c'était à chaque seuil la même soudaine apparition de nudité et d'étoffes flamboyantes, la même offre patriotique d'âme française, et le même salut. Ah, que des dames françaises dans tous les Ness des brumeuses Belgiques, des lointaines Hollandes et de tous les pays. Ah, on est fier d'être français quand on voyage à l'étranger. Il est reposant et rafraîchit l'âme, ce quartier chaud d'Amsterdam. Il y règne une bonhomie inconnue dans les pays latins, et ces braves montreurs d'enfer,
ces solides portiers du diable, des armes, la malveillance avec leurs bonnes faces vernises et leurs grosses bonnes mains gantées de fourrure, l'air tout à fait d'honnêtes majordomes sur leurs casquettes galonnées d'or. Mais évidemment nous les avions trop vus. Ness, Sidek, le dame et le musée lui-même ne nous disaient plus rien. Il y a des jours comme cela dans la vie. Nous errions par la ville le long des canaux gelés, tels des épaves hâtant le pas au coin des rues. Vu le grand vent, car je l'ai déjà dit, il ventait formidablement ce jour-là sur l'Amstel. Il faisait même un froid de canard et de canard sauvage, et le nombreux skidam que nous avions sifflé dans tous les caveaux de Calverstraat ne nous avait guère ragaillardis. Il y a des jours comme cela dans la vie, et nous déambulions sous la bise de janvier, mopiteuse et triste, quand une singulière enseigne nous émerveilla. Café Manchester. C'était dans une de ces rues uniformément blanches et noires d'Amsterdam, une vieille petite demeure à 2 étages, mais très basse sous un énorme toit qui la coiffait depuis le pignon jusqu'au rez-de-chaussée presque. Elle semblait tassée sur elle-même, comme rentrée sous terre, car il fallait descendre 5 marches pour en trouver la porte, et l'unique fenêtre, large vitrage tout tendu de guipure, s'ouvrait presque au niveau du sol. Aux autres étages, c'étaient d'irrégulières petites lucarnes à volets clos. Café Manchester. Le logis était d'aspect falot. Il avait même une poulie au faîte de son toit pour y monter les denrées et les meubles. Que vendait-on dans ce café? Dans ce café Manchester, où l'on parlait évidemment le français et l'anglais. Le froid était vif, la maison équivoque, nous entrions. Prenez place, messieurs, asseyez-vous, ces dames vont venir. Déborah et Gudule, voici des messieurs français. C'était une vieille dame très vénérable, une grande capote de velours noir posée sur un bonnet de dentelle, une vieille dame à châle, à bracelets et à camée, et dans la petite salle basse c'était un pas de menuet, un sourire à grandes dents, et les genoux pliés, 3 révérences à plongeon. Ils sont beaucoup moins bien en France. Quelle tenue! Quelle réserve et quelle distinction! Nous avions pris place. Ah! Quel intérieur familial! La table astiquée et luisante, les meubles cirés à cimirer, les murs lavés, lustrés, parés à de la moire avec des reflets partout, et le bon poêle de faïence au fond. Il y avait même un râtelier en bois des îles, un râtelier avec des pipes, les pipes que Jan Peters et Cornelis devaient venir fumer le soir. C'était charmant. Mais ces demoiselles étaient moins bien, basses des reins et courtes sur pattes, d'un blond étoupe avec un profil absent et un teint plutôt allumé. Déborah était familière, entreprenante même, d'humeur folâtre. Elle avait pu plaire à 18 ans, mais le café Manchester l'avait évidemment fripée et épaissie. Et la pauvre bonne fille, rouge comme un roast-beef et frisée comme un mouton, mettait une déplorable insistance à nous grimper sur les genoux et à barboter dans nos verres. Ses joues, raclées au sable comme le cuivre des brocs, avaient un éclat fulgurant. Déborah était nette et rincée à grande eau, à l'intérieur de son pays. Mais elle avait le cheveu plutôt rare, l'œil d'un bleu fade, et ses chairs molles exhalaient un parfum de musc entêtant. Au demeurant, une nature aimante, caressante même, avec des mains facilement égarées,
et une obstination touchante à vous répéter: «Sois gentil, monsieur, laisse-tu faire». Gudule a frissonné moins encore. Elle est par la patronne du logis au moment où elle s'escrimait à savonner le plancher d'une des chambres du haut. Cette belle ancillaire, un vrai cheval à l'ouvrage, était descendue 4 à 4 dans la tenue sommaire d'une brave besogneuse, une camisole de toile jetée sur un jupon et les pieds nus dans ses sabots. Pour vous servir, sais-tu, monsieur? Et le temps de plonger une brusque révérence, vous offrez de la bière, n'est-ce pas? Et Gudule s'était installée. Si Déborah empestait le musc, Gudule, elle sentait à plein nez l'eau chaude et la potasse. Mais ses seins étaient durs et la chair de ses bras, grenus et picotés comme celle d'une dinde, des bras de lasciveuse, devait plaire au charretier. Sous ses manches hardiment retroussées, c'était une commère qui ne boudait ni au pichet de bière, ni au baiser du mâle. Un vrai tenier, taille carrée et membres durs. Mais la face était plutôt laide, et son sourire avait quelques trous. L'humidité de ses Hollandes est si funeste aux délicates dentitions. Déborah avait allumé une lampe. La dame en chapeau noir, elle, assise à l'écart, avait chaussé son nez d'une paire de besicles énormes et s'activait, le nez sur un tricot, à manœuvrer de longues et fines aiguilles. De temps à autre, elle hasardait vers nous un petit regard discret, un sourire débonnaire, un muet «Allez, mes enfants, ne vous gênez pas», qui rassurait et cotonnait l'atmosphère de quiétude et de tranquillité. Nous avions déjà offert 5 schiedam à Déborah et 4 bouteilles de bière à Gudule. Oh, le paisible et familial intérieur hollandais! C'est à ce moment-là qu'il parut. Il, lui, la silhouette épique de ce pays de brouillard, de cette ville de rêve, le héros prestigieux de ses contes. Il ouvrit la porte toute grande, d'un seul coup, et, campé sur le seuil, attendit. Quelle entrée! L'homme qui se présente ainsi a sûrement du génie. Sanglé à la taille dans une longue redingote à tuyaux, les épaules larges et le buste mince, un énorme chapeau haute forme incliné de côté, en casseur d'assiette. C'était, avec l'effrayant gourdin qu'il tenait à la main, une figure déjà vue ailleurs et d'autant plus inoubliable. Tournure d'argousin, de vieux premier rôle et d'officier à la demi-solde. C'était à la fois Javert, la retraite de Russie et Frédéric Lemaître. La redingote était verte. Et de quel vert râpé! Le pantalon à sous-pieds se tortillait en vie sur une fine botte très cambrée et cirée, mais bâillante à l'orteil. Le cache-nez de laine rouge, très long autour du cou, était une loque reprisée, rapiécée et à trous, mais telle quelle, avec son vieux visage de capitan fardé et empâté de plâtre, ses yeux éraillés et noircis au charbon, avec sa bouche édentée sous la double virgule d'une moustache au cirage. Ce loqueteux était un grand seigneur. Ce fantoche personnifiait une race. Se maquiller était une âme. Les 2 fils s'étaient levés. Toujours campé dans l'embrasure de la porte où sa silhouette grandissait encore, l'homme avait croisé les bras et son gourdin serré contre sa poitrine maintenant. Il se renversait en arrière et souriait. Eh, mes petites chattes, grommelait d'une voix caverneuse, ne feriez-vous pas fête à mes friandises aujourd'hui? J'ai pourtant pour vous des dragées. Je vous en sais gourmande à l'ordinaire. Et d'un geste de l'ancienne cour, ayant répandu sur le dos de sa main quelques menus grains de tabac, il replaçait dans son gousset une ignoble boîte en bois blanc et,
d'un reniflement de ses larges narines humait la prise d'un seul trait de vrai tabac d'Espagne, et qu'un ami, le marquis de Las Marimas Tolosos, m'envoie tous les ans de Havane, et dont vous jeûnerez aujourd'hui, mesdemoiselles, car je vous trouve ingrate. On oublie le vieil ami. Les amants de passage ont beau jeu auprès de vous, mes colombes. Et si ces messieurs n'étaient point français, oh, si vous n'étiez pas français, messieurs, je vous en préviens, ce serait une affaire, oui, messieurs, une affaire à vide et de main en dehors des faubourgs. Mais je suis trop heureux de saluer ici de mes compatriotes. Ces petites folles ne vous eussent point tant fêté si vous eussiez été des Hollandais. Elles sont galantes et en tiennent pour Paris. Je suis de l'Île-de-France, messieurs, plus parisien que madame de Staël, qui naquit du bac. Je suis de la banlieue, cette ceinture d'écume et de fleurs de Paris, et d'un coin charmant en vérité. Du Bas-Meudon, messieurs, le coche d'eau s'arrêtait 3 fois par jour au bas de la terrasse du château de mon père. La bande noire, hélas, l'a détruit. Et très noble, ayant découvert son front chauve 1 minute, car presque aussitôt la perruque emportée dans la coiffe du chapeau lui retombait sur le crâne. Je me nomme Monsieur de Bougrelon, messieurs. Du gin, Déborah, et de mon gin à moi. Et quand la fille eut posé devant le vieux fantoche une bouteille de delft large, et pensue comme une mamelle de chèvre dans son encorbellement d'osier, je n'en bois jamais que 1850. Il faut à ces drogues-là 40 années de bouteille. Retour des Indes, ces alcools du Nord sont parfois merveilleux. Mais je vous dois la vérité, celui-là n'a pas navigué. Il est de haut goût pourtant. Vous en offrirai-je, messieurs? Il parlait, la tête relevée, d'un ton déclamatoire et hautain de père noble, l'estomac bombé comme une proue, les épaules effacées exagérément. Déborah avait rempli nos verres, et lui, l'attirant au passage, l'avait assise sur ses genoux. Groupe extravagant et presque tragique que cette marine torne installée à califourchon sur la cuisse maigre de cet ancêtre à tête de spectre, spectre bravache et paillardant, car il avait glissé une main sous les jupes de la fille, et de l'autre une main desséchée de momie, évidemment fort belle autrefois, mais macabre sous les lourds anneaux de cuivre doré passés à tous les doigts. Il lissait ses raides moustaches teintes, et c'était presque une scène d'Holbein, dans le clair-obscur irisé de ce bouge, que cette grasse fille rose trop en chair et trop blonde se frottant caressante à ce cadavre peint, corseté, maquillé et cravaté sous son cache-nez rouge, tel un rouet de la Régence, d'un flot de dentelle d'or. La prostitution câlinant la mort. Mais monsieur de Bougrelon ne désarmait pas. Vous êtes nouveau débarqués à Amsterdam, messieurs? Est-il indiscret de vous demander depuis quand? Vous avez déjà parcouru la ville, visité les musées, les églises et les filles? Amsterdam est, palsambleu, une cité assez mystérieuse. Ces maisons semblent transparentes, ouvertes à tout venant. Il n'y a que des fenêtres, on le croirait du moins, et nous autres nous le sommes tous en France, nous croyons posséder en 3 tours de ville les Hollandaises et les Hollandes, Rotterdam et la Haye, le Zuiderzee lui-même quoi, toute la mer du Nord. Erreur, messieurs, la Hollande est une coquette. Elle s'offre toute et ne se donne pas. L'eau des canaux est bien profonde. Les bateaux s'y reflètent et ne s'y enfoncent pas. S'ils s'y enfonçaient, messieurs, on ne les reverrait pas.
Amsterdam, Rotterdam et tous les dames du monde sont bâtis sur des gouffres, sur pilotis. Songez à cela. C'est à travers ces pilotis que je veux vous piloter, messieurs. Votre insoucieuse ignorance me charme et m'apitoie. On n'est pas fat à ce point. En vérité, c'est délicieux. Les maisons de ce pays vous ont paru de verre. Elles sont de corne, messieurs. Le coquillage y fleurit comme la tulipe, mais repousse tout en grès étrangers. Il n'y a que des fenêtres, vous l'avez dit, mais il n'y a pas de porte, ou si peu. Maison de poupée, mais d'autant plus dangereuse, car la poupée, c'est la femme attifée, maquillée, toute de futilité et de mensonge, car elle est vide et n'a pas d'âme, et c'est ce vide-là qui nous attire, nous, autres hommes. C'est le gouffre, l'éternel gouffre des villes en dames sur pilotis. Et tout à coup, interrompant sa conférence pour flairer de près la camisole de Déborah, votre chair est assez fine, ma fille, mais votre musc empoisonne. Où avez-vous pris ce parfum? Le barbier qui vous l'a vendu est sûrement un rôtisseur. C'est à la graisse d'oie que vous êtes accommodé. Je vous enverrai demain un flacon de bergamote et un pot de pâte d'amande préparée au suc d'amaryllis. Et s'étant brusquement levé, le temps d'épousseter d'une chiquenaude les grains de tabac restés dans sa dentelle d'or, monsieur de Bougrelon prenait sa canne négligemment, nous laissant solder la dépense. Amsterdam nous attend. Permettez-moi, messieurs, de vous en faire les honneurs. Et comme les deux filles nous suivaient quémandeuses jusqu'à la porte, un peu de pudeur, mesdemoiselles. Nous prenez-vous pour des matelots? Et ne voyez-vous point que ces messieurs sont des gentilshommes? Nous reviendrons. Un charabia flamand accueillait cette promesse. Des injures sûrement ont hué notre sortie. Il se passa même une chose extraordinaire. Gudule, que je croyais plus douce, furieuse de voir qu'on amenait ses clients, saisissait monsieur de Bougrelon à la taille, sa taille mince et busquée, et, le soulevant de terre entre ses bras robustes, le faisait pirouetter en l'air comme un fétu, puis le déposait sur le sol. Et c'était un gros rire d'insulte à la faiblesse du vieillard. Elle est un peu familière, se contentait de dire monsieur de Bougrelon. On étouffait dans ce bouge, messieurs. Après avoir marché quelque temps de compagnie, comme nous débouchions de la rue sur la perspective d'un canal, beau spectacle géométrique et calme, un des seuls qui conviennent aux âmes tumultueuses, interrompait notre étrange compagnon. Il y a près de 30 ans, messieurs, que j'habite les Hollandes. L'aventure qui m'y amena est une histoire bien mélancolique, et vous l'avez deviné, une histoire d'amour. Oui, il y a quelque 30 ans, je quittai la France. Nous nous fixâmes d'abord à La Haye, monsieur de Mortimer et moi, car je m'exilais pour un homme, messieurs, mais naturellement il y avait une femme là-dessous. En 1840, nous avions encore de ces amitiés héroïques. Quand Mortimer fut obligé de quitter Avranches après son duel avec Lord Fingal, je le suivais, messieurs. Aurais-je laissé s'éloigner seul, loin des siens et de son foyer, un ami de plus de 20 ans, un homme dont toutes mes maîtresses étaient folles et qui, dans plus de 200 assauts, me désarma à la 3e reprise et sans en tirer vanité aucune, messieurs? Nous avions eu, durant 20 ans et plus, les mêmes femmes et les mêmes chevaux, et quand, dans ce malheureux duel avec Lord Fingal, la loyauté de monsieur de Mortimer fut soupçonnée, ce grand enfant terrible avait soulevé d'effroyables rancunes dans cette petite ville d'Avranches. Il était étrangement beau, et c'est la seule chose que les hommes ne pardonnent pas à un autre homme, messieurs. Il était fier avec cela,
et d'une fierté charmante qui enrageait tous les fats de la province. Figurez-vous que cet homme adoré ne soufflait jamais mot de ses bonnes fortunes. Le moyen avec cela qu'il n'eût pas d'ennemis. Nous émigrâmes donc en compagnie. Paris, où régnait ce gros d'Orléans, était trop petit pour nous. Et c'est la haie qui nous hébergea d'abord. Oui, la haie eut cet honneur. La haie et son musée royal, où tant de beaux portraits nous apparurent souvent comme notre propre ressemblance, car j'étais beau à ma manière, moi aussi. Nous y tournâmes quelques têtes dans cette aristocratique et tranquille La Haye. Le cadre y était au niveau de nos personnes et les soirs de bal à la cour, encore une malheureuse qui vient pour moi, dont Mortimer accueillait l'entrée de chaque femme, n'était pas un si hardi paradoxe qu'on eût pu le croire. Qui eût résisté à sa prestigieuse élégance, à ce profil de jeune dieu, mais un dieu de Versailles, majestueux comme un Bourbon, impertinent comme un Lauzun, un dieu royal et grand seigneur. Il avait rapporté de notre Normandie royaliste des raffinements de tenue et des recherches d'ajustement qui devenaient subjuguer ces barbares Zélandes. Ah, si vous l'aviez vu faire son tour de parc, de 2 à 4, par les brumeuses journées d'hiver, ou bien saluer les belles dames au quinconce, autour du vivier, les matins de gel, à la sortie de la messe du château. C'étaient des palatines de martres zibelines à 50 louis la peau, messieurs. Des houppelande de drap violet évêques doublés de renard bleu, des manchons énormes, de vrais bonnets de sapeurs en poil d'épagnol blonds comme des cheveux de femme, et dont, pour saluer les infantes, ils retiraient une main gantée de peau de loutre noire. Des gants extraordinaires, messieurs, dont chaque doigt était onglé d'agate, une patte de tigre ou la main du diable, une invention à lui d'une bizarrerie tout à fait délicieuse, et qui lui ressemblait. C'est lui qui lança, le premier, les chapeaux de velours noir à larges boucles de diamants du Cap sur hauts rubans de moire, et le soir, quand il allait dans le monde, il poudrait ses moustaches qu'il avait blondes et fort belles, d'un étrange mélange de poudre bleue et d'or. De loin, où eût juré un scarabée d'Égypte posé sur une rose rouge, car jusqu'au dernier jour il eut les lèvres les plus vermeilles, à croire qu'il les avait peintes avec le sang des cœurs. Le moyen de résister à des pareilles fantaisies, et ce héros dut s'exiler pour une petite présidente à la cour de Caen, car Mortimer était normand, comme moi, messieurs. Nous étions tous les deux de cette race de géants, blonds et forts, hardis à la conquête et hardis à l'amour, impérissables aventuriers dont le sang bleu fleurit encore dans les prairies de Londres, race immortelle, dont l'irréfrénable esprit d'aventure a conquis à l'Angleterre, les Indes et toutes ses colonies. Ce fut donc pour une petite présidente mauvaise noblesse de robe et de beauté insignifiante, ma foi, que Mortimer se prit de querelle avec ce lord Fingal, colonel au 3e régiment d'Highlanders, alors en congé dans notre vieille ville de Caen, car notre grasse et tiède Normandie en attirait alors bon nombre en hiver, de ces longs échassiers d'outre-Manche. Bref, pour une vétille, cette madame de Bréveville regardait d'un peu près mon ami, qui courtisait cette caillette, provoqua l'impertinent, et à 20 pas dans une allée de parc, cassa la tête à cet Anglais dévisageur de femmes, mais d'assez singulière façon, et qui mit la maréchaussée à nos trousses.
Un hasard prestigieux, en vérité, la plus imprévue fatalité qui voulut que ce lord Fingal fût tué par sa propre balle. Monsieur de Mortimer avait le crâne si dur, du granit, messieurs, que la balle de ce maudit Anglais fit ricocher sur son front et alla tuer net notre bel Highlander. Il tomba comme une masse, au bout de son allée, la tête en éclats. Mortimer lui-même n'en revenait pas. Je repousse les balles, se contenta-t-il de dire en me remettant son arme. Mais le soir même nous dûmes quitter la ville au plus vite. Ne nous accusait-on point d'assassinat, oui, messieurs. On avançait même que moi, le témoin de Mortimer, j'aurais visé et tué l'adversaire de mon ami. On ne nous accusait que de cela. C'était bien nous connaître en vérité. Machination infâme, messieurs, et bien digne d'une ville où siégeait au tribunal des Robins de campagne dont les ancêtres avaient servi les plats. Nous déguerpîmes à la tombée du jour, persuadés et non convaincus par la marquise de Brindecourt qui nous prêta sa berline. Nous ne pûmes résister aux larmes de cette noble femme en cheveux blancs. Mortimer la vénérait à l'instar de sa mère qui n'avait jamais vu. La douairière l'avait élevée sur ses genoux. Ce grand cœur ne put voir se traîner sur les dalles les augustes rotules sur lesquels il avait joué enfant. Nous partîmes, messieurs, par le plus triste soir de pluie. Triste soir, l'on eût dit que tout le ciel de la Normandie pleurait. Nous ne revîmes jamais ce pays, et c'est ainsi que ce héros, ce dernier descendant d'une race de preux, et qui n'eût dû jamais s'éteindre, gâcha le plus bel avenir, et cela pour une petite femme aux cheveux blonds d'étoupe, et que vous n'eussiez point regardée à Paris. Mais cela, c'est la vie. Un caillou sur la route peut faire trébucher un géant. Mais un rendez-vous m'oblige à vous quitter, messieurs. Je n'avais point prévu l'agrément de votre rencontre. Une femme de la noblesse qui me veut quelque bien m'attend. D'ailleurs, vous devez être chez vous dans Calverstrat. Je suis à vos ordres pour demain, si toutefois je ne suis point importun, messieurs. Votre hôtel? J'y puis être à 9 heures, et sous les armes, trop heureux si je puis vous faire voir en Amsterdam quelque coin digne de votre curiosité. Un grand coup de chapeau, un redressement subit de tout son long buste, il avait disparu. Fin du chapitre 1.